Mes parents ont essayé de m'envoyer en prison pour leur fils en or, mais ils n'avaient aucune idée que j'étais. La dernière fois qu'ils m'ont appelé à la maison, je suis parti avec des ecchymoses et sans nom. L'avion a amorcé sa descente vers San José au moment même où le soleil se déversait dans l'horizon du Pacifique. Je n'étais pas revenu en Californie depuis 12 ans, pas depuis cette nuit-là. Pas depuis que Claudia avait déchiré mon certificat de naissance en deux avec des mains tremblantes, et qu'Everett était resté là, son silence plus assourdissant que n'importe quelle malédiction. J'étais resté sous la pluie, alors âgé de 16 ans, à moitié affamé, et tenant un sac de sport que je n'avais même pas fait moi-même. Cette nuit-là, l'héritage Carter s'est lavé les mains de moi. Pas de fille, pas d'héritière, juste la malchance vêtue de bottes de combat. Et pourtant, j'étais là. Leur invitation était arrivée il y a 2 semaines. Une enveloppe scellée à la cire, blanche et impeccable comme le linge qu'ils faisaient monogrammer autrefois. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de mon père, nous aimerions t'avoir pour le dîner. Vendredi, en famille uniquement. Ce n'était pas signé. Mes doigts avaient plané au-dessus de la poubelle, mais quelque chose dans la calligraphie, une boucle dans le Y trop acérée pour avoir été écrite avec affection, a retenu ma main. Ça, et le silence qui a suivi, aucun texto, aucun appel, pas même un nom, alors j'ai pris l'avion. Le domaine des Carter n'avait pas changé. Les portes en fer forgé s'ouvrirent en sifflant avec une précision robotique. Les haies étaient toujours taillées chirurgicalement. La fontaine crachait toujours de l'eau comme si elle voulait oublier l'argent de qui avait acheté ces pierres. Mais la maison non, le mausolée paraissait plus froide que dans mon souvenir. Ces piliers blancs me rappelaient des dents d'ivoire prêtes à mâcher. Martha, la vieille gouvernante, a ouvert la porte. Elle m'a regardé et s'est figée. Ses yeux se sont portés sur la petite cicatrice près de ma tempe, puis sur mes bottes, puis de nouveau sur mon visage, comme si elle ne pouvait décider s'il fallait être soulagée ou effrayée. Mademoiselle Avery, a-t-elle dit, mais c'est sorti comme une question. Il m'appelle toujours comme ça, ai-je demandé. Elle s'est écartée sans répondre. À l'intérieur, l'air sentait l'huile de citron et les faux souvenirs. Claudia est apparue la première, descendant le grand escalier avec des talons trop délicats pour son amertume. Elle portait de la soie crème et un sourire trop étiré. Avery, a-t-elle ronronné. Tu as gagné en discipline. Je travaille dans l'administration, ai-je répondu. Très ennuyeux. Beaucoup d'agrafeuses. Everett l'a suivi, plus lentement, plus vieux. Ses cheveux s'étaient clairsemés, mais son regard était le même, de l'acier gris sous du givre. Il a ouvert les bras comme pour m'étreindre, puis a semblé se raviser et a simplement hoché la tête. Merci d'être venu, a-t-il dit, et j'ai failli rire. Ils m'ont conduite dans la salle à manger. Les lustres en cristal n'avaient pas vieilli d'un jour, contrairement aux personnes sous eux. La longue table n'avait que 3 couverts. La place de Nathan, celle de son enfance, la 3e à partir de la gauche était vide. Est-ce qu'il se joint à nous? La main de Claudia s'est arrêtée en plein geste. Occupé, a-t-elle dit. Voyage d'affaires. Tu sais comment il est. Je ne le savais pas. Plus maintenant. Elle a versé du vin dans mon verre, un rouge profond qui captait la lumière comme s'il saignait. J'ai observé ses mains. Aucun tremblement, aucune hésitation, juste une élégance affinée par des années de répétition. Nous avons mangé du canard rôti et des pointes d'asperges en prétendant que le passé n'était pas arrivé. Everett m'a interrogé sur mon travail. Claudia a complimenté ma coupe de cheveux. Je ne leur ai rien donné. Le vin était doux. J'ai pris une gorgée, une seule. Une chaleur m'est montée au fond de la gorge, mais j'ai souri quand même. Ma vision s'est légèrement brouillée, juste un instant, et le lustre s'est divisé en 3. J'ai cligné des yeux. Claudia me regardait. Ses yeux brillaient. Puis j'ai remarqué les gants, blancs, en satin, délicats, sans plis. Elle ne les portait pas pendant le dîner. Les bords de la pièce sont devenus flous. Excusez-moi, ai-je murmuré en me levant. Mes jambes semblaient étranges lourdes. Ma dernière image avant l'obscurité fut son sourire, trop serein pour des retrouvailles, trop posé pour de l'amour. Elle ressemblait à une reine qui avait déjà enterré son pion. Quand j'ai repris connaissance, le monde était plus froid. Des murs en plâtre s'écaillaient en bande. Une seule ampoule vacillait au-dessus de ma tête. Ma tête me lançait, et mes poignets me faisaient mal là où la peau avait trop pressé contre rien. Je n'étais pas attaché. J'étais placé sur un vieux matelas dans une pièce sans fenêtre. Mon téléphone avait disparu.
Mon sac à main aussi, mon portefeuille. Pas de miroir, pas de pièce d'identité, juste une petite table en bois. Et dessus, mon épingle à cheveux, un papillon en or avec une aile légèrement tordue. Je ne l'avais pas porté depuis des années. Je l'avais gardé dans une boîte à Washington, D.C., cachée derrière de vieilles enveloppes et des magazines de rechange. Je l'ai attrapée avec des doigts tremblants. Elle n'était pas poussiéreuse. Il l'avait placée là. Il voulait qu'on la trouve. Il ne m'avait pas invité à revenir. Ils avaient convoqué un bouc émissaire. J'étais censé disparaître tranquillement, complètement. La lumière du soleil filtrait à travers des stores étroits, rayant la moquette usée d'or pâle. L'air dans le bureau de Jennifer Co sentait le vieux papier et l'encre d'imprimante, comme un tribunal en pause au milieu d'une phrase. Il m'avait fallu 2 heures et une centaine de questions pour trouver une avocate sans lien avec les Carter et 100 autres pour la convaincre que je n'étais pas folle. Jennifer était assise en face de moi maintenant, les coudes sur le bureau, ses lunettes glissant sur l'arête de son nez alors qu'elle parcourait des dossiers sur son ordinateur portable. Début de la quarantaine, ongles non vernis, voix tranchante. Le genre de femme qui ne sciait pas à moins que les faits ne saignent. Elle a levé les yeux. Vous n'êtes pas dans le système. Pardon ? Je me suis penché en avant, le cœur battant. Vous n'êtes pas répertorié dans le fonds fiduciaire de la famille Carter. Ni actuellement, ni historiquement. Pour toute banque, tout tribunal ou tout avocat, vous n'avez jamais été incluse. J'ai dégluti difficilement, la bouche soudainement sèche. Ce n'est pas possible. J'ai pensé la même chose. Alors, j'ai cherché plus loin. J'ai trouvé une version plus ancienne et archivée du fonds fiduciaire datant d'il y a 17 ans. Votre nom y figurait. J'ai fixé l'écran. C'était là. Avery Carter, bénéficiaire, avec une clause d'héritage d'un tiers si Everett Carter décédait sans testament. Jennifer a cliqué sur un autre fichier. Et voici le document mis à jour, déposé 6 mois plus tard. Votre nom, disparu. J'ai eu froid partout. J'avais 16 ans. Exactement. Ce qui rend ceci, elle a tourné l'ordinateur portable vers moi, surlignant la date en rouge, complètement illégale. La loi californienne exige le consentement d'un mineur et une représentation légale avant le retrait d'un fonds fiduciaire. J'ai pressé une main sur ma tempe. Un souvenir a refait surface, Claudia arpentant le couloir en pyjama de soie, chuchotant furieusement au téléphone. Moi, trop effrayé pour demander ce qui se passait. Puis sa voix s'élevant à travers le mur, on chuchote ingrat. Jennifer a affiché un autre document. Cela pourrait ne pas avoir de rapport, mais 3 semaines après votre retrait, la Carter Corporation a reçu un investissement stratégique de 15 millions de dollars d'une société de Hong Kong. Les registres suggèrent que l'accord était conditionné à de nouveaux pactes d'actionnaires. Ce qui signifie que quelqu'un a renoncé à quelque chose, ou à quelqu'un, pour que cet accord se fasse. J'ai ri, mais le son était creux. Vous pensez qu'ils m'ont vendu ? Je pense, a dit Jennifer prudemment, que quelqu'un a utilisé votre retrait pour rendre l'accord plus attrayant. J'ai fermé les yeux. Le sourire de Claudia de la veille a flashé derrière mes paupières. Trop lisse. Trop répété. Ses gants. Son vin. La légère égratignure sur mon cou que je n'avais remarqué que ce matin. Et les actes de naissance, ai-je demandé. Jennifer a haussé les épaules. Falsifié. Votre certificat original a été annulé. Un nouveau a été émis sans deuxième prénom, sans hôpital mentionné. Je me suis penché en arrière, le souffle coupé. Il ne m'avait pas seulement renié. Il m'avait effacé morceau par morceau. Et je n'avais même pas remarqué le couteau pendant qu'il sculptait. Vous avez dit que j'ai toujours le droit d'agir, ai-je réussi à dire. Jennifer a hoché la tête. Si nous pouvons prouver que vous avez été retiré illégalement, vous pourriez avoir une créance non seulement sur le fonds fiduciaire, mais potentiellement sur des dommages-intérêts punitifs, fraude, dissimulation, peut-être même coercition. Elle a fait une pause. Mais il vous faudrait des preuves. Des traces écrites, des courriels, des témoins. Et dans ce genre de bataille, son ton s'est durci, ils se battront bec et ongles pour que cela reste enterré. J'ai hoché la tête lentement. J'ai affronté pire. Jennifer m'a étudié pendant un long moment. Puis elle s'est penchée en avant, la voix basse. La gouvernante, Martha. Vous avez dit quelle était la nuit où ils vous ont mise à la porte. Elle pourrait être cruciale.
Vous avez dit qu'elle avait l'air étrange quand elle vous a vu. Elle avait l'air de quelqu'un qui regarde un fantôme entrer dans la pièce. Jennifer a expiré. Si elle est prête à parler, elle pourrait confirmer le moment de votre retrait. Peut-être plus. Je la trouverai. Je me suis levé de la chaise, et pendant un instant le sol a basculé sous moi, non pas à cause du vertige, mais à cause de l'énormité de la vérité qui se dévoilait à mes pieds. Ils n'avaient pas seulement essayé de me mettre de côté. Ils avaient réécrit l'histoire de mon existence. Je me suis dirigé vers la porte. Avery a appelé Jennifer. Je me suis retourné. Vous avez eu raison de venir, mais soyez prudente. Les gens qui effacent leurs filles ne laissent pas de traces. Dehors, le soleil était trop vif. La ville bourdonnait de circulation, inconsciente de la guerre qui se ravivait derrière la fenêtre d'un bureau. J'ai resserré mon manteau. Quelque part en ville, Claudia sirotait probablement un thé importé et examinait des mémos du conseil d'administration, complètement inconsciente que le fantôme qu'elle avait enterré avait trouvé une avocate. J'ai ouvert mon téléphone. Il n'y avait qu'un seul contact que je devais trouver, Martha. Elle avait toujours gardé le silence, mais le silence, comme les mensonges, laisse des traces. Ils pensaient que je m'effacerais tranquillement. Ils avaient tort. Ils n'avaient pas seulement retiré mon nom. Ils l'avaient vendu. Quand j'ai vu les photos de l'accident, j'ai pensé, ce n'est pas comme ça que mes cheveux tombent. La pluie tombait en fines nappes obliques, tapotant contre mon pare-brise comme des doigts impatients. J'ai quitté la route goudronnée et fissurée et je me suis garé à côté de la clôture rouillée de l'usine automobile abandonnée. C'est ici qu'ils ont dit que la voiture avait dérapé, où j'étais censé avoir été retrouvée inconsciente, recroquevillée sur le siège conducteur d'un véhicule transportant suffisamment de stupéfiants pour enterrer quelqu'un à vie. Sauf que je n'avais jamais été dans cette voiture. Et la femme sur les photos, ses cheveux ne tombaient pas de la bonne façon. Mes bottes ont craqué sur le gravier alors que je sortais. L'air sentait le métal humide et les feuilles mouillées. Devant, les balises de la police avaient disparu depuis longtemps, mais la courbe de la route portait encore les croûtes sombres de l'huile et du verre brisé. Quelqu'un avait essayé de nettoyer. Il n'avait pas fait un très bon travail. Je n'étais pas seul. Un pick-up argenté tournait au ralenti à quelques mètres de là, et un homme en veste vert foncé en est sorti, grand, mince, portant une mallette dans une main et du scepticisme dans les yeux. « Je ne m'attendais pas à avoir de nouveau de tes nouvelles », a-t-il dit. « Bonjour, Chase. » Chase Morgan avait autrefois travaillé dans la reconstitution d'accidents pour le département des transports. Il me devait une faveur pour une histoire à El Paso, et je l'encaissais. Sans poser de questions, il m'a conduite à l'endroit où la glissière de sécurité avait été remplacée. « C'est ici », a-t-il dit en pointant du doigt. L'impact était incliné avant gauche. La voiture a tourné dans le sens anti-horaire, a heurté l'arbre, puis le mur. Les deux airbags se sont déployés. Mais voilà le truc. Il a ouvert sa tablette. Les capteurs montrent que l'airbag côté conducteur s'est déployé quelques millisecondes trop tôt, ce qui signifie qu'il n'a pas réagi à l'arbre, il a été déclenché avant l'impact réel. Il a zoomé sur un schéma de l'accident. Et le sang que nous avons trouvé sur l'appui-tête du côté passager ? Non compatible avec ton profil ADN. Je me suis raidi. Tu l'as fait tester ? Il a hoché la tête. Je l'ai analysé moi-même. Ce n'est pas compatible. Loin de là. J'ai regardé le contour du véhicule. Alors, qui était dans la voiture ? Chase n'a pas répondu. Il m'a tendu une enveloppe scellée à la place. À l'intérieur se trouvait une copie du rapport d'accident préliminaire, partiellement caviardé. Vers le bas, victime, femme, identité non confirmée. Ils t'ont répertorié comme non identifié, a-t-il dit doucement. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Mon esprit tournait à toute vitesse. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un remette en question l'histoire. C'était juste un corps bien propre, une épingle à cheveux placée là, un nom qui n'appartenait à personne, le tout habillé de silence. Un bip a interrompu mes pensées. Chase a sorti son téléphone, a froncé les sourcils. Les images de la caméra de surveillance sont arrivées. Tu m'avais demandé de vérifier le flux du pâté de maison à l'ouest d'ici. Oui. Il a tourné l'écran vers moi. L'image était granuleuse, mais sans équivoque. Un homme en sweat à capuche sombre sortait en courant des bois derrière le site de l'accident. Il s'est tourné vers la route et est monté dans un SUV noir qui tournait au ralenti, les phares éteints.
L'horodatage indiquait 7 minutes après leur enregistré de l'impact. Je me suis penché plus près. Bien que l'image soit de mauvaise qualité, j'ai reconnu la démarche. Nathan, ai-je murmuré. Chase a penché la tête. Ton frère? Il était censé être à New York cette semaine-là. Voyage d'affaires. J'ai expiré lentement. Je suppose qu'il a changé ses plans. Nous avons parcouru le périmètre en silence. La pluie rendait le sol glissant, et j'ai glissé une fois, me rattrapant à un poteau rouillé. À proximité, quelque chose de pâle s'accrochait aux mauvaises herbes. Je me suis penché. C'était un morceau de tissu, blanc, avec de fines coutures florales, taché de ce qui semblait être du sang séché. Je l'ai enveloppé dans un gant et l'ai scellé dans un sac que Chase m'a tendu. Ça pourrait venir du chemisier de la passagère, a-t-il dit. Mais pas du mien, ai-je répondu. Je n'ai rien possédé d'aussi délicat depuis que j'ai 10 ans. Il a grogné. Tu veux que je fasse analyser le sang? Non, ai-je dit, la voix se resserrant. Je m'en occupe à partir d'ici. Nous avons remballé en silence. Mon esprit brûlait de détails, l'airbag mal déployé, l'ADN non concordant, la femme fantôme sur le siège passager, et Nathan disparaissant dans la nuit comme un homme qui avait planifié chaque mouvement. J'avais été effacé de leurs documents, de leur héritage, de leur arbre généalogique. Mais maintenant, ils réécrivaient aussi ma mort. La pluie s'est intensifiée alors que je retournais à ma voiture. Je me suis assise derrière le volant, trempée et tremblante, regardant les essuie-glaces étaler l'eau sur le pare-brise. J'ai cherché dans mon manteau et touché la petite barrette que je portais toujours, la jumelle de celle trouvée dans l'épave. C'était un cadeau d'anniversaire, un que Claudia avait oublié de m'avoir fait. Quelqu'un avait volé la mienne, l'avait placée là, avait déposé le rapport, s'attendait au silence. J'ai vérifié à nouveau le nom sur le rapport d'accident. Femme non identifiée. Alors comment avait-il su m'appeler? Comment avait-il convaincu la police que c'était moi? J'ai fixé le dossier sur mes genoux. Si j'étais dans la voiture, qui en est sorti en mon nom? Disparaître était la première compétence qu'il m'avait apprise. Se souvenir était la dernière. Le temps que j'atteigne l'entrée restreinte de la chambre forte de données souterraine d'Arlington, la pluie avait coulé dans mon dos, et l'air nocturne avait un goût de métal froid. Je n'étais pas censé être ici sans autorisation, mais il y avait encore quelques fantômes dans le système qui me devaient des faveurs. Alors que la porte de sécurité s'ouvrait en sifflant, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de sa voix. Agent Hall, mon premier instructeur. Il disait, tu sauras que tu as réussi quand même tes souvenirs commenceront à douter de ta présence. C'est ainsi que nous survivions en couverture profonde, en étant oubliables. Mais maintenant, je devais être indéniable. À l'intérieur, la chambre forte pulsait du faible bourdonnement des serveurs exécutant des chronologies parallèles, chacune un enregistrement de présence, d'absence, de vérité ou de fabrication. J'avais un seul objectif, extraire les journaux de signature écho qui suivaient mes déplacements la nuit du 11 octobre, la même nuit où ma famille avait décidé que je deviendrais leur parfait bouc émissaire. J'ai contourné 2 points de contrôle biométrique, me faufilant devant des caméras immobiles qui ne sciaient plus pour moi. Mon badge n'avait pas fonctionné depuis des mois, mais le code de dérogation fonctionnait toujours. Il a fallu 20 minutes pour localiser la console écho, enfouie derrière des rangées de terminaux sécurisés. Un jeune technicien de données était affalé à la station la plus proche, surpris en me voyant entrer. J'ai besoin d'accéder aux journaux échos pour l'opération Tindrafens, ai-je dit calmement. Il a cligné des yeux, ne sachant s'il devait appeler la sécurité ou se redresser. C'est restreint sous le niveau diplomatique 2. Je lui ai montré l'impression granuleuse de mon ancien dossier d'habilitation obsolète, mais suffisamment légitime pour semer l'hésitation. Donne-moi juste la console de récupération. Je ferai le reste. Il a hésité, puis a tapé à contre-cœur quelques commandes, déverrouillant le tampon d'archive. Tu as 10 minutes avant que cela ne déclenche une alerte. Je ne peux pas l'arrêter. 10 minutes, c'était généreux. J'ai lancé la recherche de ma balise biométrique, série 9R0817. Cette balise avait été localisée au Panama la nuit de l'accident. Je me souvenais clairement de la mission, extraction d'un actif à distance près de la province de Darien, en collaboration avec 3 autres personnes, un lieu qui ne pouvait pas être falsifié. Mais lorsque l'écran a affiché les résultats, mon estomac s'est noué. Aucun emplacement trouvé. Quoi, ai-je murmuré. C'est impossible. Le système avait entièrement effacé ma signature.
J'ai vérifié à nouveau, manuellement, en ouvrant les journaux bruts, des horodatages et des impulsions géographiques codées en hexadécimal. Rien. C'était comme si je n'avais pas existé cette nuit-là. Mon seul alibi avait été chirurgicalement supprimé. Vous avez dit que c'était de niveau diplomatique, ai-je demandé au technicien. Il a hoché la tête. Ouais, mais regarde ça. Il a pointé le journal système, une commande d'exécution intitulée Edilite Use Cache 9R, horodatée à 2h13 du matin, le 12 octobre. C'est juste quelques heures après l'accident, ai-je murmuré. Voici la partie étrange, a-t-il ajouté, en tapant sur un autre écran. La requête n'était pas interne. Elle provenait d'une adresse IP d'entreprise externe. Elle appartient à. Il a fait une pause, clignant des yeux devant le résultat. Quoi, ai-je demandé. Carter Dynasty Group. Mon sang se glaça. C'est une entreprise familiale, ai-je dit lentement. Pas un sous-traitant du gouvernement. Le technicien se pencha en arrière, visiblement perturbé. Ce niveau d'accès, ils ont dû traverser 3 pare-feux pour réussir ça. Et personne ne l'a remarqué. J'ai copié le journal brut sur une clé USB sécurisée, je l'ai chiffré sous un ancien nom de code de mission. J'avais toujours soupçonné qu'ils voulaient m'effacer, mais je n'avais pas réalisé à quel point leur griffe était profonde. Ils ne s'étaient pas contentés de me piéger, ils m'avaient fait disparaître de l'existence. Et ils avaient utilisé des outils auxquels j'avais autrefois fait confiance. Ils avaient utilisé le même réseau pour m'effacer que celui que j'utilisais autrefois pour protéger ce pays. Ce n'était pas ce qu'ils avaient signé. C'était la façon dont ils l'avaient signé, avec mon sang, pas le leur. L'ascenseur descendit silencieusement vers le sous-sol, les parois en acier ne reflétant rien d'autre que mon propre regard fatigué. J'ai resserré ma prise sur le badge visiteur accroché à mon manteau. Juste une autre étrangère de passage au siège du Carter Group. L'endroit puait toujours l'argent stérilisé et les secrets. Seulement maintenant, je n'étais pas là en tant que fille rejetée, mais en tant que fantôme retraçant des empreintes qu'il pensait avoir effacées. J'avais retracé le numéro de dossier des archives de l'héritage que Jennifer avait déterré. Si les amendements au fonds fiduciaire avaient été faits légalement, ma signature devait exister quelque part. Mais le fonds avait été amendé quand j'avais 16 ans. Et à 16 ans, j'avais été chassé de cette famille et de cette ville comme un virus purgé d'un système. Le sous-sol s'ouvrait sur un couloir étroit, d'un blanc stérile, bourdonnant de lumière fluorescente froide. Au bout, derrière une porte en verre renforcée, se tenait une femme de mon âge avec des cheveux auburn courts, une mâchoire nette, et la confiance impassible de quelqu'un qui en avait trop vu. Jane, ai-je demandé. Elle a hoché la tête une fois, sans sourire. C'est vous qui avez demandé le dossier du fonds fiduciaire Carter 9ASH08. J'ai soutenu son regard. Vous savez que ce dossier n'est plus censé exister. Une lueur de défi s'est allumée derrière ses lunettes. C'est exactement pour ça que je ne l'ai pas supprimé. Elle m'a guidé à travers des tiroirs verrouillés et des allées de terminaux de stockage numérique. Ils m'ont dit d'effacer plusieurs archives il y a 2 ans, a-t-elle dit. Ils ont dit que c'était une routine. Mais j'ai vérifié les journaux. Seul votre nom a disparu. Pas celui de votre frère, ni celui de vos parents. Pourquoi n'avez-vous pas effacé le mien? Elle s'est arrêtée à un terminal de classement, tapant rapidement. Parce que le calcul ne tenait pas. Pourquoi supprimer la documentation d'un fonds fiduciaire d'une mineure mais laisser la trace d'un transfert de 15 millions de dollars intact? Ses doigts ont tapé, puis se sont arrêtés. Voilà. L'écran s'est allumé avec le scan d'un document, amendement au fonds fiduciaire de la famille Carter. Le champ de la signature était rempli en cursive, Avery Carter, daté du 15 octobre 2010. J'ai plissé les yeux. Les lignes étaient courbées comme les miennes mais trop arrondies. L'imitation d'assurance d'un enfant. Ce n'est pas la mienne, ai-je dit. Jane n'a pas bronché. Vous êtes droitière. Cette signature a été écrite avec une inclinaison à gauche, et la pression du stylo est incorrecte. Elle a tapé à nouveau sur l'écran. Ils n'ont même pas pris la peine d'imiter correctement votre A majuscule. Elle m'a tendu une copie papier. Puis, comme si elle lisait un scénario de thriller, elle a sorti un deuxième dossier de sous le bureau et l'a glissé vers moi. Il pensait que j'avais détruit ça, a-t-elle murmuré. C'était un double physique du document. Cette fois, avec des métadonnées dans le coin, numérisées à partir de l'original, le 16 octobre 2010. Je l'ai parcouru, mémorisant chaque ligne.
J'aurai besoin de copies, ai-je dit. En haute résolution. Et si quelqu'un demande? Ils ne le feront pas, a-t-elle coupé. Je les déteste plus que vous. Cela m'a fait marquer une pause. Pourquoi? Elle a hésité, puis a marmonné, ma mère nettoyait la maison des Carter. Ils l'ont licenciée après 20 ans sans préavis. Elle est morte 6 mois plus tard. Pas de pension, pas d'excuses. Cela expliquait tout. Dans un monde comme le leur, la loyauté était une monnaie jusqu'à ce qu'elle expire. Plus tard dans la nuit, j'ai envoyé les 2 versions du fichier au spécialiste en graphologie judiciaire en qui j'avais confiance d'une mission précédente. En quelques heures, j'ai reçu un message vocal en retour. Avri, j'ai fait l'analyse 2 fois. Il y a une probabilité de plus de 90% que la signature sur l'amendement du fonds fiduciaire soit un faux. Angle, trait, pression, prise du stylo, cela ne correspond pas à vos échantillons d'écriture de l'âge de 16 ans. Je suis resté assise en silence, retenant mon souffle. Pendant des années, il s'était caché derrière des murs légaux et des documents falsifiés, réécrivant mon histoire comme une faute de frappe à effacer. Maintenant, je tenais l'encre correctrice. Maintenant, je n'avais pas seulement un mobile, j'avais une arme. On ne peut pas tuer un fichier qui vit déjà dans 4 pays différents. La pièce était silencieuse, à l'exception du tapotement rythmé de mes doigts sur le clavier. Chaque frappe ressemblait à une note dans une partition composée pour la vengeance. La lueur de l'écran baignait mon appartement d'une lumière bleue stérile, et dehors, Washington, D.C., sommeillait, inconscient de la tempête sur le point d'éclater en Californie. J'ai téléversé le fichier crypté dans le terminal de sortie sécurisé d'Eshoney. Les métadonnées étaient intactes, journaux horodatés de la nuit du 11 octobre correspondant aux coordonnées GPS au Panama, liste d'agents, et une signature visuelle du poste de contrôle frontalier. Une seule frappe, et le fichier a été divisé en 2, une copie acheminée vers Jennifer Coe, mon avocate indépendante, l'autre, dissimulée sous des couches d'obfuscation, destinée à une boîte de réception cryptée appartenant à un journaliste connu uniquement sous le nom de Sable. La tonalité de rappel a sonné une fois. Sable l'avait reçu. Bien. Jennifer a répondu 30 minutes plus tard. Son message était laconique mais puissant, vous n'étiez même pas dans le pays. Cela change tout. Je prépare la motion en justice. J'ai besoin d'une dernière chose. Je savais ce qu'elle voulait dire. La preuve de l'inaptitude de Nathan. Quelque chose d'assez accablant pour le disqualifier en vertu des propres règles de succession du fonds fiduciaire Carter. Je suis retourné au terminal et j'ai accédé à un dossier plus ancien de montant au sein de la couche de risque du Carter Dynasty Group du Federal Clearance Net. Quelqu'un au sein de leur propre équipe juridique avait créé ce sous-répertoire, probablement pour le contrôle des dommages internes. Ce quelqu'un avait été négligent. Niché au plus profond d'un journal de conformité archivé, j'ai trouvé un fichier intitulé « Mexan ADM Red Flag 2017 ». Les métadonnées confirmaient le contenu, Nathan Carter, arrêté à Tijuana il y a 5 ans pour possession de stupéfiants de l'annexe IV, charges abandonnées sous urgence diplomatique mais non effacées. J'ai fixé l'écran, la bile me montant à la gorge. Il avait toujours été le garçon en or. Beau, charmant, dépendant, et maintenant vulnérable. Le deuxième courriel de Jennifer est arrivé alors que je rédigeais ma réponse. Je l'ai trouvé. La clause 13 du fonds fiduciaire Carter stipule explicitement que tout héritier doit être exempt de charges pour crime ou d'arrestation criminelle pendant une période continue de 10 ans précédant sa nomination. Cette arrestation, même si elle est enterrée, compte. Je me suis assise et j'ai laissé le silence s'étirer. C'était ça. Leur propre cupidité avait écrit la clause qui les condamnerait. Tout ce que j'avais à faire était de laisser la vérité respirer. J'ai compressé le dossier, l'ai crypté à nouveau, et l'ai étiqueté « violation de la clause de succession ». En quelques instants, il a été lui aussi divisé. Jennifer d'abord, puis Sable. La réponse automatique du journaliste était simple, reçu. Vérification en cours. Publication en attente. L'appartement semblait plus froid maintenant. J'ai jeté un coup d'œil à la photo scotchée à côté de mon moniteur, une de moi en équipement tactique, de la saleté sur la joue, debout à côté de coéquipiers qui ne m'ont jamais demandé qui j'étais avant que je ne devienne qui je devais être. Un nouveau courriel a retenti. Sujet, renseignements caviardés du lecteur interne Carter et pièces jointes. J'ai ouvert le fichier. C'était un bref résumé d'un audit informatique de Carter, jamais destiné à des yeux extérieurs.
Il confirmait qu'un accès au niveau utilisateur avait été accordé à un terminal non exécutif à Tijuana, au Mexique, dans le but de classer un dossier sous la contrainte. Un lien, une signature, un mensonge qu'il n'aurait jamais cru voir refaire surface. Il pensait que j'étais effacé. Mais j'avais des sauvegardes dans des langues qu'il ne pouvait pas lire, hébergé dans des fuseaux horaires où il n'avait jamais voyagé, vivant dans des serveurs enfouis sous le socle rocheux islandais et cryptés par une randomisation de niveau quantique. Il ne pouvait pas me déécrire. Et Nathan, il n'était pas seulement coupable. Il était un poison hérité enveloppé dans des costumes de créateur. Jennifer a envoyé un autre message, lancement de la pétition pour geler la succession du fonds fiduciaire. Motion pour disqualifier Nathan. Nous devons agir vite. J'ai tapé pour répondre, puis j'ai fait une pause. La tempête se préparait. Je n'avais pas seulement mon innocence. J'avais sa culpabilité. Il m'avait invité à dîner. J'ai apporté un couteau dont le manche s'appelle la vérité. C'était la même élégance ritualiste que je me rappelais, le tourbillon des bougies, le tintement des couverts, le subtil parfum de truffes blanches dans l'air. Sauf que cette fois, c'est moi qui ai choisi le restaurant. La réservation était au nom de Carter, mais cette fois, le nom avait des griffes. Los Gatos portait son charme d'automne. Des lumières ambrées et chaudes drapaient la ville comme le murmure d'un amant. À l'intérieur du restaurant, le pianiste jouait quelque chose de mélancolique mais majestueux. Chopin, je crois. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais déjà assise quand ils sont arrivés. Les yeux de Claudia ont balayé la pièce avec une précision calculée, comme si elle anticipait une embuscade. Everett a suivi, sa démarche aussi suffisante que jamais, un mensonge poli dans un costume valant plus que mon appartement. Nathan était absent. Bien sûr. Claudia s'est penchée pour m'embrasser sur la joue comme si nous faisions encore semblant. J'ai laissé son baiser en l'air planer et s'évaporer. Le maître d'hôtel a versé le premier verre de Sancerre, mais je n'y ai pas touché. Pas cette fois. Ma chérie, a ronronné Claudia. Combien de temps restes-tu en ville? Assez longtemps, ai-je dit. Assez longtemps pour poser des questions qui auraient dû l'être depuis longtemps. Everett s'est raidi, juste un peu. Mais je l'ai vu, comme le frémissement d'un rideau avant qu'un tireur d'élite ne tire. Pendant les entrées, je les ai laissés parler de collecte de fonds, de la prochaine entreprise de Nathan, de leur fausse image de philanthropie. Je fredonnais en réponse, hochais la tête de temps en temps, jusqu'à l'arrivée du dessert. Alors, j'ai frappé. Vous savez, ai-je commencé, en coupant ma tarte tatin, la chose la plus étrange est arrivée la semaine dernière. Je passais en revue de vieux dossiers de la défense, et il semble que les données de signature écho du 11 octobre aient été modifiées. La fourchette de Claudia a cliqueté contre son assiette. La main d'Everett s'est arrêtée en l'air. Signature écho, a-t-il demandé, feignant la confusion. J'ai bu de l'eau. C'est drôle. Ce système est conçu pour enregistrer les déplacements des agents lors de missions classifiées. Et pourtant, quelqu'un a essayé d'effacer les miens depuis le serveur privé de votre groupe, rien que ça. Silence. Épais. La respiration a ralenti. Claudia a passé la main sous la table, a posé une main sur celle d'Everett. Je suis sûr que c'est une coïncidence, a-t-elle dit trop vite. Notre entreprise a des centaines de sous-traitants. Bien sûr, ai-je dit. Mais c'est encore plus étrange quand le code de suppression correspond à une directive interne signée par quelqu'un ayant un niveau d'habilitation de conseil d'administration. Le serveur est arrivé. Non, mon serveur. Son badge indiquait Eri, but son véritable but était dans la poche de son gilet. J'ai fait un léger signe de tête. Il a posé le porte-addition sur la table, s'est incliné et est parti. Everett a tendu la main vers le dossier en cuir et s'est figé. J'avais déjà soulevé la serviette qui le recouvrait, révélant non seulement une addition mais aussi une petite clé USB non marquée. Qu'est-ce que c'est que ça, a demandé Claudia, la voix tendue. Oh, juste un souvenir du dîner, ai-je dit en la glissant dans ma pochette. J'ai pensé que nous pourrions tous profiter d'un peu de nostalgie audio. Je me suis levé. La voix de Claudia s'est légèrement brisée. Avery, que cherches-tu exactement? Je me suis retourné et j'ai souri. Pas la vérité. La vérité parle déjà d'elle-même. Je cherche la reconnaissance. Et pour la première fois, mon père n'a pas scié. Il a tressailli. Un fonds fiduciaire n'est pas seulement de l'argent. C'est de la mémoire, transformée en arme.
Lundi matin, la lumière du soleil se déversait sur la table de conférence, projetant des ombres sur une forteresse de classeurs en papier et de pièces à conviction étiquetées. J'étais assise à la tête, une place que je n'aurais jamais osé occuper. Pas dans cette vie, pas dans cette famille. Mais cette pièce n'était pas régie par le sang. Elle était régie par les faits. Jennifer se tenait près du tableau blanc, les lunettes basses, son blazer froissé par un week-end sans sommeil et trop d'adrénaline. À ses côtés se trouvaient 2 conseillers juridiques avec qui j'avais travaillé pendant mon temps au département de la Défense, Hélène Shaw et Marcus Dilt. Leur présence rendait cela plus que personnel. Cela le rendait chirurgical. Nous nous concentrons sur l'amendement de 2008, a commencé Jennifer, tapotant son marqueur contre un document caviardé au tableau. Ils ont modifié le fonds fiduciaire de la dynastie Carter pour vous exclure, avec effet rétroactif à votre 16e anniversaire. Hélène a reniflé. C'est impossible. Les amendements rétroactifs doivent être examinés par un juge des successions. Et exactement, a interrompu Jennifer. Ils ne l'ont jamais déposé auprès du tribunal des affaires familiales de San Mateo. J'ai retourné la copie imprimée devant moi. Effectivement, là où la certification du tribunal aurait dû se trouver, il n'y avait qu'une case de tampon vierge, vide et accablante. C'était une signature fantôme, jamais endossée, jamais ratifiée. Ils ont falsifié son autorité, ai-je dit, la voix froide. Tout comme ils ont falsifié ma signature. Plus que ça, a ajouté Marcus en tapotant sa tablette. Cet amendement prétend que vous avez volontairement renoncé à vos droits de bénéficiaire en échange d'une bourse d'études à l'étranger. Mais la stipulation est datée du 3 novembre 2008. J'ai fait le calcul dans ma tête. J'avais 15 ans, ai-je dit platement. Exactement, a répondu Marcus. Vous ne pouviez légalement renoncer à rien. Nous n'avions pas besoin d'une motion ici. Nous avions besoin de preuves. Et maintenant, nous les avions. Jennifer s'est tournée vers le représentant de Alberton Financial, un homme plus âgé avec des mains nerveuses et une cravate trop serrée. Il représentait la banque qui administrait actuellement le fonds fiduciaire Carter. J'ai soumis les conclusions à votre service de conformité, a-t-elle dit. Si le fonds a été amendé de manière incorrecte et que le consentement d'une mineure a été fabriqué, alors toutes les activités financières postérieures à 2008 impliquant M. Nathan Carter sont invalides. Le banquier a pâli. Je vais devoir faire remonter cela. Je vous en prie, faites-le, ai-je coupé. Commencez par votre responsable des risques juridiques. Nous savions tout ce que cela signifiait. Si le fonds était corrompu à la racine, les versements seraient gelés, et Nathan, qui avait vécu de ce fleuve d'or comme un roi assoiffé, se retrouverait à s'étouffer avec l'air sec de la responsabilité. Hélène a glissé un courriel imprimé sur la table. Nous avons aussi découvert ceci, a-t-elle dit, presque trop nonchalamment. L'expéditeur, Nathan Carter. Le sujet, calendrier urge du fonds fiduciaire. Le corps du message, régler le problème avril avant le 18 ou le fonds gèle. Nous sommes exposés si elle fait le lien entre le doc de 2008 et l'accusation au Mexique. J'ai fixé le papier. Non pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que je l'avais toujours soupçonné. Vous avez dit le 18, ai-je murmuré. Jennifer a hoché la tête. 3 jours. Je me suis penché en arrière, respirant lentement. Nous ne courons pas après l'argent, ai-je dit à voix haute, principalement pour moi-même. Nous courons après le mensonge qu'il pensait être infaillible. Et l'air dans la pièce a changé, non pas à cause de la chaleur, mais parce que nous avions trouvé une fissure dans la chambre forte. Et tout ce dont elle avait besoin maintenant, c'était de pression. Certaines personnes disparaissaient dans le silence, d'autres dans la stratégie. Oscar Ben n'avait pas l'air d'un fantôme. Sa barbe était plus longue, ses yeux plus enfoncés, mais il n'était pas mort. Et dans ce cas, cela le rendait dangereux. Je l'ai trouvé derrière une station-service à la périphérie de Silverton, en Oregon, vivant au-dessus d'un garage automobile rouillé qui sentait la graisse et la paranoïa. Il avait fallu 3 téléphones prépayés, 2 tuyaux anonymes, et Lucas reroutant mon GPS à travers la moitié de la côte ouest pour arriver ici. Mais je cherchais quelqu'un qui était déjà mort une fois. Cela le rendait difficile à effrayer et encore plus difficile à tracer. Oscar a entrouvert la porte comme s'il s'attendait à une balle, pas à une visiteuse. Quand il m'a vu, il n'a pas souri. Il s'est simplement écarté et m'a laissé entrer. « Tu es Avery » a-t-il dit. « Je ne pensais pas que tu étais réel. » De même,
ai-je répondu, en balayant du regard les murs tapissés de reçus d'épicerie, de clés USB et de vieilles impressions de notes de frais du Carter Group. Il a versé du café noir dans une tasse ébréchée et me l'a tendu sans un mot. Il n'y a pas eu de politesse. Juste des faits, déroulés comme du fil de fer. J'ai approuvé un lot de transferts offshore, a-t-il dit, il y a 4 ans. Ils ont dit que c'était légal, prime de direction, dépenses de recherche et développement. Mais les chiffres ne correspondaient pas. Que as-tu fait? J'ai rédigé un rapport, discrètement. Aucune accusation, juste des chiffres qui ne s'équilibraient pas. La semaine suivante, mes freins ont lâché sur l'île 84. La voiture s'est retournée. Ils ont sorti un corps de l'épave. Pas le mien. Tu as accepté. J'ai reçu un appel. Une voix de femme. Elle a dit que si je vivais, je verrais ma sœur mourir à la place. J'avais un choix. Je ne lui en voulais pas. Je connaissais cette voix, moi aussi. Que as-tu maintenant, ai-je demandé. Il a plongé la main dans une boîte de munitions rouillée et m'a tendu un mini-enregistreur vocal. Ancien modèle. Rayé mais intact. Il date de 2019. J'étais encore au bureau. Je l'ai laissé enregistrer dans le salon des cadres. Claudia ne savait pas qu'il était en marche. Il a appuyé sur lecture. Sa voix s'est déversée, mesurée, impérieuse. Une fois qu'Avry sera parti, tout restera enterré. Elle est le lien. Retirez le lien, la chaîne disparaît. J'ai mis l'audio en pause. C'était le plan, ai-je murmuré. Oscar a hoché la tête. Il ne s'attendait pas à ce que tu reviennes. J'ai regardé par la fenêtre embuée. Un SUV noir était garé de l'autre côté de la rue. Trop propre, trop immobile. Nous devons partir, ai-je dit en sortant mon téléphone. Quelqu'un nous observe. Personne ne sait que je suis ici. Quelqu'un le sait maintenant. J'ai envoyé un texto à Lucas. Quelques secondes plus tard, les feux de freinage du SUV se sont allumés, puis se sont figés. Le moteur s'est éteint. Le message de Lucas a vibré, signal brouillé. GPS en boucle. Tu as 5 minutes. Oscar a vu mon expression et a esquissé un sourire amer. Tu as des amis. J'avais des chiffres. Nous avons agi vite, par l'arrière, à travers un bosquet de sapins, passant devant une cabane abandonnée dont le toit s'affaissait comme des excuses. Mon cœur battait à des rythmes que je n'avais pas ressentis depuis ma dernière mission sur le terrain. Quand nous nous sommes arrêtés, Oscar a sorti autre chose de son manteau. Un autre enregistreur. Celui-ci plus petit, plus brillant, neuf. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Une assurance. Conversation entre Everett et le directeur de la banque. Jamais publié. Tu en auras besoin pour le procès. Je l'ai pris. Ma main a tremblé, mais seulement une seconde. Tu n'avais pas seulement peur d'eux, ai-je dit doucement. Tu avais peur des gens qu'ils pouvaient encore trouver. Et maintenant, l'un d'eux se tenait à mes côtés. Les salles d'audience ne tuent pas les secrets. Elles les font entrer dans l'histoire. Les murs lambrissés de la salle d'audience 3 du tribunal supérieur de San Mateo absorbaient le bruit comme une cathédrale avant une tempête. Chaque siège était occupé, des rangées de journalistes, d'observateurs gouvernementaux et de collaborateurs du Carter Group qui n'osaient pas croiser mon regard. Il y avait des chuchotements, le grincement de chaussures en cuir et le clic métallique de la mallette de Jennifer qui se fermait. C'est le moment, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête une fois. Le juge Cooper est entré ponctuellement, robe noire, cheveux gris, une réputation d'impartialité brutale. Il n'a salué personne au-delà d'un regard qui transperçait comme un marteau de juge. Procédé. Jennifer s'est levée. Sa voix était calme, mais chaque syllabe vibrait de précision. Votre honneur, nous demandons que cette audience préliminaire examine des preuves qui contesteront la validité juridique de l'amendement du fonds fiduciaire de 2008 exécuté par la famille Carter pour des motifs de fraude, de suppression d'identité et de tentative de manipulation d'héritage par des moyens criminels. La salle d'audience s'est raidie. L'avocat des Carter, un homme aux larges épaules nommé Deloca, a haussé un sourcil. Votre honneur, nous n'avons vu aucune preuve de ce genre. Jennifer a levé une clé USB. Alors permettez-moi de la présenter. Le juge Cooper a fait un signe d'avancer. Un technicien a branché la clé dans le système de la salle d'audience. L'écran principal a vacillé, puis s'est allumé avec des coordonnées, des horodatages,
des signatures thermiques. Ceci, a dit Jennifer, est une signature éco-certifiée par le gouvernement. Elle enregistre simultanément des données biométriques et des signaux de géolocalisation. Celle-ci, datée du 11 octobre, prouve qu'Avery Carter était déployé avec du personnel de la défense américaine au Panama pendant la période où le Carter Group prétend qu'elle a été impliquée dans un accident de la route en Californie. Un murmure a parcouru la salle. À l'écran, ma silhouette est apparue à côté de 2 agents en terrain de jungle. Horodaté, vérifié, signé. Le regard du juge Cooper s'est aiguisé. Authentifié? Jennifer a hoché la tête. Confirmé par la police scientifique du département de la Défense. Deloca a tenté d'interrompre. Même si c'est vrai, cela ne. Continuons, a coupé Jennifer. Elle a cliqué sur le fichier suivant. La voix de Claudia a inondé les haut-parleurs, élégante, calme, tranchante comme un rasoir. Glisse la barrette dans la boîte à gants. Pas de sang, pas de traumatisme. Ça ressemblera à un accident mineur. On dira qu'elle a paniqué et s'est enfuie. Le temps que quelqu'un vérifie, elle ne sera plus traçable. Des halètements. Mes mains se sont serrées, mais je n'ai pas scié. Deloca est devenu pâle. Les mots de Claudia flottaient comme du poison à travers du velours. Le juge Cooper a haussé un sourcil. Cet enregistrement est-il vérifié? Oui. La chaîne de possession est intacte. Les métadonnées correspondent à l'horodatage du réseau interne du Carter Group. Deloca s'est levé. Objection. C'est une embuscade. Nous n'avons pas eu le temps d'examiner. Jennifer a contré, votre honneur, ce n'est pas une embuscade. C'est une réponse à une stratégie de 10 ans de silence et d'effacement. J'ai regardé le juge Cooper se pencher en arrière, les doigts sur les tempes. Je l'autorise pour l'instant. Continuez. Jennifer a fait une pause. Elle aurait pu s'arrêter là, mais elle s'est tournée vers moi. Je me suis levé lentement. Il y a plus, votre honneur, mais nous le réserverons pour la divulgation complète lors de l'audience sur les preuves. Aujourd'hui, je n'avais besoin que de restaurer mon nom au dossier. Puis la porte s'est ouverte avec fracas. 2 hommes en costume sont entrés, flanquant une femme avec un badge de haute sécurité accroché à son manteau. Elle s'est dirigée droit vers le banc du juge, ses talons résonnant comme des coups de feu. Juge Cooper, a-t-elle dit en lui tendant une enveloppe scellée. Conformément à l'autorité exécutive, le Bureau de l'intégrité stratégique soumet cette lettre en tant qu'addendum à l'audience d'aujourd'hui. Deloca a bégayé, « Qui êtes-vous » Elle ne lui a pas répondu. Ses yeux se sont posés sur moi une fois, juste une fois, et elle a hoché la tête. Le juge Cooper a ouvert la lettre, l'a lue, puis a levé les yeux lentement. Ce tribunal reconnaît formellement le service d'Avery Carter à la sécurité nationale. À compter de maintenant, toute présomption d'incompétence, de criminalité ou de fraude concernant son identité sera annulée en attendant un examen fédéral. La salle est devenue silencieuse. Et pour la première fois, ils n'ont pas seulement entendu mon nom. Ils se sont levés quand il a été appelé. Ils m'ont effacé des documents. Je me suis gravé dans l'histoire. Le marteau a frappé une fois, sec, commandant le silence dans la salle d'audience 3. Aujourd'hui, la galerie était plus pleine que jamais. Les journalistes étaient assis coude à coude. Les avocats feuilletaient d'épais classeurs. Même l'air bourdonnait, vivant d'anticipation. La diffusion en direct du tribunal supérieur de San Mateo comptait plus de 30 000 spectateurs et le nombre augmentait. Le juge Cooper a balayé la salle du regard comme un général se préparant à la bataille. « Faites entrer le témoin », a-t-il ordonné. La porte latérale s'est ouverte. Oscar Ben est entré en boitant, avec un regard qui refusait de flancher. Des cheveux gris aux tempes, mais pas dans l'âme. Pour un homme déclaré mort il y a 4 ans, il semblait remarquablement prêt à parler. Il a pris place à la barre des témoins. Jennifer s'est levée. « Monsieur Ben, veuillez indiquer votre profession et votre historique avec le Carter Group. » « J'étais l'auditeur interne de 2005 à 2019, a-t-il répondu. « J'ai approuvé les états financiers jusqu'à ce que je refuse de cacher un transfert de 15 millions de dollars sous une fausse subvention de recherche. » La salle a frémi. Jennifer a continué, « Que s'est-il passé après ça? Ils m'ont offert 2 choix, disparaître ou être disparu. J'ai choisi le premier. » Elle a hoché la tête. « Et reconnaissez-vous cette voix? » L'écran a vacillé pour s'animer.
Un fichier audio a été lancé. La voix de Claudia, calme comme toujours. Oscar est un risque. S'il respire près d'un microphone, le conseil d'administration s'effondre. Mettez en scène l'incendie. Effacez les journaux. Faites en sorte que ce soit sans douleur. Des halètements ont éclaté. Everett a fermé les yeux. Claudia a regardé droit devant elle, immobile, mais ses doigts se sont crispés en poing. Jennifer s'est tournée vers le juge. Cet enregistrement est daté d'octobre 2019, extrait d'un appareil d'archivage qu'Oscar a conservé pendant sa clandestinité. Le front du juge Cooper s'est plissé. A versé au dossier. Ensuite, Jennifer m'a passé le relais. Je me suis levé et j'ai tendu un dossier bleu. Ceci est mon journal de déploiement de la CIA, signé et scellé, ai-je dit. Il confirme que j'étais en poste au Panama avec la Task Force Obsidian la nuit où ma famille prétend que j'ai eu un accident de voiture en Californie. Le juge l'a pris, tournant les pages lentement. Scellé par le directeur Grant. Confirmé. Admissible. Deloca s'est levé. Votre honneur, cela ne réfute pas l'ancienne instabilité d'Avery Carter, son absence volontaire de la famille. Jennifer a coupé. Non, cela réfute une fabrication orchestrée pour la retirer de la ligne de succession. Deloca a pâli mais n'a rien dit. Le juge Cooper a expiré. À la lumière des preuves corroborées, des dossiers gouvernementaux et de l'affidavit testimonial, ce tribunal ne trouve aucun fondement juridique pour poursuivre des accusations contre Avery Carter. Toutes les accusations de fraude, de vol et de falsification d'identité sont annulées, avec effet immédiat. Des applaudissements ont tenté d'éclater des bancs du fond. Le juge a de nouveau frappé avec son marteau. Silence. Mais il n'avait pas fini. Ce tribunal recommande en outre une enquête criminelle sur Nathan Carter sur la base de nouveaux éléments présentés. Une motion pour sceller cette audience est rejetée. Avery Carter. Le nom a résonné maintenant, sans fardeau. Je me suis tourné vers la famille à laquelle j'appartenais autrefois. Claudia n'a pas voulu croiser mon regard. Everett regardait à travers moi. Nathan n'était pas présent. Bien sûr. Certaines ombres savaient quand disparaître. Mais cela n'avait pas d'importance. Je n'étais pas venu pour réclamer leur amour. Je suis venu pour quelque chose de plus vrai. Je n'ai jamais été le fantôme. J'étais la flamme qu'ils ont essayé d'éteindre et ont échoué. Ce n'était jamais une famille. C'était une façade, et je venais de briser les fenêtres. Les lumières de la salle de conseil étaient trop vives, du genre qui stérilise plutôt qu'illumine. Bois laqué, verre dépoli, chaises en cuir. Autrefois, j'étais assise à l'extérieur de cette pièce, attendant qu'Everett en sorte avec ce subtil sourire de pouvoir, avant de comprendre combien de pourriture pouvait se cacher derrière le vernis. Mais aujourd'hui, je n'étais pas à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est moi qui poussais la porte, même si ce n'était que virtuellement. Le flux en direct a vacillé pour s'animer dans un coin de la pièce. Un écran, une voix. La mienne. Sur la table devant eux, un disque dur reposait dans une enveloppe transparente étiquetée « De l'auditeur qui n'est jamais mort ». Claudia s'est agitée sur sa chaise. Everett a ajusté sa cravate. Les membres du conseil les ont à peine remarqués. Comme demandé, a dit l'un des plus jeunes cadres, nous commencerons par les fuites de l'audit reçu via notre ligne d'éthique anonyme. Le matériel a été examiné par un conseil externe. L'écran s'est divisé, mon visage dans le coin supérieur, un ensemble de documents prenant le centre. Le rapport d'Oscar était méticuleux. Virements bancaires, employés fantômes, notes de frais gonflées pour des événements qui n'ont jamais eu lieu. Année après année de confiance fabriquée, jusqu'à ce que le schéma devienne impossible à ignorer. J'attire votre attention, ai-je dit clairement, sur la redirection de fonds de 2017, 6,2 millions de dollars vers une société écran enregistrée sous le nom de jeune fille de Claudia Winslow. Des halètements ont résonné dans la salle de conseil. L'un des directeurs a laissé tomber son stylo. La voix de Jennifer est apparue dans une autre fenêtre. Cette société a été dissoute 3 mois après avoir reçu l'argent. Son adresse ? Un terrain vague dans le Nevada. Claudia s'est levée. C'est une campagne de dénigrement. Non, a contré un actionnaire. C'est une autopsie. Un autre directeur a tapoté son écran. Je soumets une motion pour une enquête indépendante. Avec effet immédiat. Les votes ont commencé à s'allumer sur l'écran partagé du conseil. Vert.
Vert. Vert. Everett a essayé d'interrompre. Nous avons construit cette entreprise. Chaque pilier. Chaque fondation. Non, ai-je dit. Vous avez construit un monument au déni. Il s'est tourné, la bouche tremblante. Puis Claudia a craqué. Elle a frappé la table de la paume de sa main. Vous voulez un bouc émissaire? Très bien. Elle n'a jamais eu sa place ici. Cette fille était un accident, une erreur que j'ai été forcé de porter comme une pénitence. La salle est tombée dans le silence. L'un des stagiaires dans le coin a tressailli. Un autre membre du conseil a murmuré quelque chose au conseiller juridique. La caméra a zoomé légèrement, captant le léger tic dans l'œil de Claudia, la ride sur le masque d'Everett. Avant que cette réunion ne commence, ai-je dit, vous avez tous reçu un dernier élément. L'écran s'est assombri, puis a vacillé. La voix de Jane a été la première à parler. Ceci a été enregistré le 12 février 2015. Claudia ne savait pas que le système d'archivage enregistrait encore les conversations privées. Et puis la voix de Claudia, claire, glaçante, cruelle. Ce n'est pas ma fille. C'est mon erreur. Une que je corrige maintenant, pendant qu'il est encore temps. Personne n'a dit un mot. Même Everett a regardé fixement, cette fois non pas moi, mais l'écran, comme s'il voyait sa femme pour la première fois. Je suggère, ai-je dit calmement, que vous ne remettiez pas seulement en question leurs pratiques financières, mais aussi leur autorité morale à diriger quoi que ce soit. Le vote a été finalisé. Everett suspendu. Claudia retirée de force de son rôle de conseillère, en attendant une enquête complète. L'écran ne montrait plus mon visage, seulement la salle de conseil vide, pleine de gens qui se disaient autrefois intouchables. Et pour la première fois, ils ne parlaient pas. Ils contemplaient les ruines qu'ils appelaient autrefois un héritage. On ne guérit pas du fait de ne pas être aimé. On apprend simplement à y survivre différemment. Je suis entré dans la salle de visite froide et sans fenêtre sans aucune attente de changement. Nathan était assis derrière le plexiglas, plus mince que dans mon souvenir, les yeux enfoncés dans un visage qui avait autrefois été d'une suffisance irréparable. Maintenant, il ressemblait à un homme dont tout l'échafaudage s'était effondré, et il savait que c'étaient ses propres mains qui avaient desserré les boulons. Il a pris le téléphone le premier, ses doigts tremblants. « Avery » a-t-il dit, presque avec révérence, comme s'il invoquait quelque chose de sacré. « Je ne savais pas. »« Tu pensais que j'étais parti » ai-je dit d'un ton neutre. « Tu pensais que l'accident de voiture achèverait ce que tes mensonges avaient commencé. » Nathan a fermé les yeux. « Je ne voulais pas que tu meures. La volonté n'a pas d'importance. Tu es resté là pendant qu'il m'effaçait. » Il a pressé son front contre la vitre, son souffle embuant la vitre. « J'avais peur. Tu ne comprends pas ce que c'est de vivre dans leur ombre. »« Ah non ?» J'ai glissé un morceau de papier plié vers le gardien, qui le lui a passé. « Qu'est-ce que c'est ? » Le pardon n'est pas la même chose que l'oubli, ai-je dit. C'est tout ce que je suis venu dire. Nathan a ouvert la note, sa bouche bougeant silencieusement sur les mots. Quand je me suis détourné, il ne m'a pas rappelé. L'arrêt suivant était un établissement de soins juste à l'extérieur de mon trait. Il sentait l'antiseptique et l'eau salée, l'océan juste au-delà des fenêtres. Everett Carter, autrefois le titan des empires de capital risque, était affalé dans un fauteuil roulant, face à la mer, une couverture pliée sur ses genoux comme celle d'un enfant. Je ne m'attendais pas à une conversation, et je n'en ai pas eu. Il ne m'a pas reconnu quand je suis entré ni quand je me suis tenu à côté de lui. Mais quand j'ai placé le petit briquet en argent que Lucas avait fait graver avec des coordonnées que seul moi comprendrais sur le plateau à côté de son thé, ses yeux se sont tournés vers lui. Il a fixé. Juste fixé. Il fonctionne toujours, ai-je dit. La flamme est un peu imprévisible, comme son dernier propriétaire. Toujours rien. Pas de mots, pas une lueur de regret. Je me suis penché, baissant la voix. Tu savais que je n'étais pas morte. Et tu les as laissés m'effacer de tout. Même de toi. Ses jointures se sont resserrées sur les bras du fauteuil roulant. Je n'ai jamais demandé d'amour, juste la vérité. Je me suis relevé. Il s'avère que c'était trop cher. Son regard n'a jamais quitté le briquet. L'église était petite, du genre destiné au mariage modeste et à la honte silencieuse. Claudia était assise au 3e rang, drapée de noir, bien que personne ne soit mort. Pas officiellement. Ses talons ont cliqué alors qu'elle se tournait pour me faire face.
Tu viens jubiler, a-t-elle craché, le venin tissé dans chaque syllabe. Non, ai-je dit. Jubiler demande de la joie. Sa lèvre s'est retroussée. Tu penses que ça te rend forte? De déchirer ta famille devant le monde entier? Je ne l'ai pas déchirée, ai-je dit doucement. Vous l'avez construite sur une ligne de faille. Claudia s'est levée, les épaules carrées. Tu penses que quelqu'un se souviendra de toi avec bienveillance après ça? Je n'ai pas besoin qu'on se souvienne de moi avec bienveillance. Juste correctement. Elle s'est approchée. Es-tu heureuse maintenant? J'ai fait une pause, je l'ai regardé droit dans les yeux qui m'avaient autrefois regardé brûler sans broncher. Non. Mais au moins, je n'ai plus à baisser la tête. Sa main a volté vers sa poitrine. J'ai cru qu'elle allait me frapper. Au lieu de cela, son visage a pâli. Elle a reculé en titubant, cherchant le bord du banc, et s'est effondrée. Je n'ai pas bougé. Elle ne mourrait pas. Elle s'évanouissait simplement d'une vérité qu'elle n'avait jamais eu le courage d'affronter. Le pasteur s'est précipité de la sacristie, l'appelant par son nom. Je me suis retourné et je suis sorti au soleil. Je n'étais pas venu pour tourner la page. Je suis venu pour la clarté. Et maintenant, je l'avais. Il n'y a eu ni cérémonie, ni bannière, ni adieu, pas même un appel. Juste une enveloppe émise par le gouvernement, livrée par un coursier sans mots et sans expression. À l'intérieur, un seul passeport. Mon nouveau nom, net à l'impression. Pas d'ancien alias, pas de chaîne, juste la liberté. Le chalet était niché au bord d'un lac gelé dans le Maine. Le silence recouvrait tout, brisé seulement par le craquement occasionnel de la glace ou le vent s'enroulant autour des avant-toits. L'odeur de bois de pin et de neige fraîche me rappelait que je pouvais enfin expirer. J'ai ouvert la fenêtre juste assez pour laisser entrer le froid. Quelque part derrière moi, la radio grésillait, des parasites doux qui se sont déplacés jusqu'à ce qu'une voix claire perce. Le Carter Group formellement dissous suite à une enquête fédérale. Les membres du conseil d'administration font face à une enquête continue. Je n'ai pas monté le volume. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà vécu cette histoire. Ce n'était plus la mienne. On a frappé sec, pas pressé. Quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne, seulement une boîte posée proprement sur une écharpe pliée que je n'avais pas vue depuis l'entraînement. Un nom sur le côté, Lucas. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, le vieux briquet, rayé, familier, et un petit papier plié. Le silence se mérite. J'ai tenu le briquet un moment, sentant les crêtes familières sous mon pouce. Pendant des années, il avait allumé des feux dans une vie qui n'était pas la mienne, éclairant des ombres qui n'étaient pas toujours des monstres mais n'étaient pas innocentes non plus. Je l'ai posé près de la fenêtre. La voisine de l'autre côté du champ, une femme aux tresses grises et un golden retriever, a levé sa tasse en guise de salut. J'ai retourné le geste avec un signe de tête. Nous n'avions pas échangé plus de 2 mots depuis mon arrivée. Cela nous convenait à toutes les deux. Plus tard dans la soirée, je me suis assise à la vieille table en bois avec une tasse de thé noir et la dernière photo que j'ai gardée de mon enfance. Elle n'était pas encadrée, juste froissée par des années passées dans des coins oubliés. La main de Claudia reposait sur mon épaule sur la photo. Everett regardait juste à côté de l'appareil photo. J'avais 7 ans, apprenant déjà à sourire comme si je ne me noyais pas. Ils ont pris mon nom. Ils ont pris mes dossiers, ma place dans le testament, mon identité, et en retour, ils ne m'ont rien donné. Et pourtant, le feu crépitait à côté de moi, doux et vivant. Je n'avais ni titre, ni obligation, ni héritage à défendre, juste un nom qui n'exigeait plus de permission pour exister. J'ai tracé mon doigt le long du rebord de la fenêtre, regardant les flocons de neige tomber comme des secrets d'une vie à laquelle je ne devais plus rien. Au loin, des carillons avaient sonné une mélodie de commencement, pas de fin. J'ai murmuré dans le silence, plus pour moi-même que pour le ciel, mon nom n'a jamais été la malédiction. C'était la clé. Et quelque part dans le silence, la justice a respiré. Une justice tardive n'est pas un déni de justice, mais elle exige un public. Le palais de justice fédérale se dressait comme un monolithe, projetant son ombre sur les rangées de journalistes et de spectateurs murmurant pressés contre ses marches de pierre. C'était le genre de matin où même le ciel retenait son souffle, gris, immobile, dans l'attente. À l'intérieur, la salle d'audience pulsait de tension, pleine à craquer. Chaque caméra tournait. Chaque journaliste était perché pour une sentence, un lapsus, un signal.
Je ne me suis pas assise au premier rang. Je n'en avais pas besoin. Un siège près de la sortie suffisait. Nathan a été amené, menotté, son visage émacié mais calme, presque comme s'il croyait encore au miracle. Il ne m'a pas regardé, pas une seule fois. La juge, une femme avec une voix comme de l'acier martelé, n'a pas perdu de temps en politesse. Nous sommes réunis pour prononcer la sentence finale dans l'affaire de Nathan Carter contre les États-Unis d'Amérique. Elle a lu les chefs d'accusation, racket, fraude, obstruction, complot en vue de commettre un meurtre. Chaque syllabe frappait la salle d'audience comme du gravier sur un couvercle de cercueil. Quand elle a fait une pause avant la sentence, l'air s'est raréfié. Compte tenu du poids des preuves, de la nature des crimes et de la manipulation délibérée des enquêtes fédérales, ce tribunal condamne par la présente l'accusé à 25 ans de prison fédérale. Pas de libération conditionnelle, pas de probation. La peine sera purgée dans son intégralité. Un silence collectif s'est répandu, suivi d'une ondulation, des halètements, des flashs d'appareils photo, le grattement de stylos sur des carnets. Mais personne n'a parlé plus fort que le silence qui pesait entre Nathan et moi. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas ragé. Il a juste fermé les yeux, comme s'il se rendait enfin à une réalité qu'il ne pouvait pas réécrire. Claudia n'était pas présente. Son tuteur légal avait soumis une lettre attestant de son incapacité mentale permanente. On disait qu'elle passait ses journées dans un établissement à tracer des cercles sur la vitre de la fenêtre, en murmurant les 3 mêmes mots, elle est revenue. Everett ? Parti. Disparu comme un magicien qui savait que le tour était terminé. Aucune observation, aucune déclaration, seulement l'absence. La CIA ne m'a jamais mentionné par mon nom. Une note de reconnaissance discrète était arrivée 2 jours plus tôt, signée, cryptée et brève, pour service rendu avec distinction. Habilitation retirée sur demande. Statut honorablement conclu. J'avais brûlé la lettre après l'avoir lue une fois. Une journaliste, audacieuse et un peu essoufflée, se tenait à l'extérieur alors que le palais de justice se vidait. Sa voix a résonné sur tous les grands réseaux. La question reste posée, qui est Avery Carter ? Il n'avait aucune image pour correspondre à mon nom, aucune déclaration officielle, juste des fragments de témoignages, des photos floues de caméras de sécurité, et une silhouette persistante capturée par un téléobjectif, une femme dans un manteau noir, les épaules droites, les cheveux attachés, descendant les marches du palais de justice. Son visage tourné loin de la foule, du bruit, de l'histoire qui ne l'oublierait plus jamais. Je n'ai pas attendu les questions. Je n'ai pas laissé de citation. L'air extérieur était vif, l'hiver se transformant en printemps. Quelque part au loin, le bourdonnement de la vie urbaine a repris son rythme, imperturbable par le tremblement de terre qui venait de secouer un héritage. Je suis passé devant les caméras, à travers l'écho des questions sans réponse, et dans le calme. Ils m'ont enterré une fois, mais maintenant ils raconteront mon histoire avec ma vérité. Ils ont essayé de la faire taire avec des signatures falsifiées et des tragédies mises en scène, mais à la fin, la vérité s'est fait entendre plus fort que tous leurs mensonges. La justice n'est pas arrivée à temps. Elle est arrivée selon ses conditions, gravées dans les salles d'audience et les effondrements d'entreprises. Car lorsque l'injustice rencontre une survivante qui refuse de disparaître, le verdict devient plus qu'une sentence. Il devient l'histoire. Aucun mur de mensonges ne peut résister éternellement à la marée de la vérité. Aimez, partagez, et commentez vos réflexions sur ce parcours. Mettez un minute si cela a résonné en vous ou un 2 minutes s'il vous reste des questions.